Alors, quel est votre prénom, nom? Bertha Chaloni, Ah oui? Chaloni avec un Y. Ouais. Je suis pas d'origine italienne, je suis breton. La date, le lieu et le pays de naissance. Le pays de Naissance. Vous êtes né quand? Et où? Finistère Sud, Finistère Sud? oui, en 1921. 1921. 28 octobre 21. D'accord. Voilà, Quelle était la profession de votre père? cultivateur simplement. D'accord. Et votre mère, elle travaillait? Pareil, agricultrice, elle aidait les parents. Vous souvenez-vous de vos grands-parents? Oui, 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 oui. Ils faisaient quoi? Voilà, je me souviens du côté paternel, je me souviens de sa mère, mon père, de son père, non. Mais sa mère, oui. Et du côté maternel, je me souviens des deux, des grand-père, grand-mère. Ils faisaient quoi? Ils étaient à la ferme aussi? Oui, paysans. D'accord. D'origine paysanne tous. Combien avez-vous de frères et sœurs? J'ai eu 4 frères et je suis le 5e, donc au milieu. Que sont-ils devenus, vos frères? Ben, ils sont morts, il reste plus que moi et le plus jeune. D'accord. Et moi j'étais au milieu, donc j'ai 2 frères plus anciens qui sont morts, et l'année dernière, ceux qui étaient plus jeunes que moi. Là. Ils faisaient quoi? Ils travaillaient la terre? Ils sont restés en Bretagne? Oui, ils sont restés en Bretagne, mais disons qu'ils avaient des spécialités différentes. Le plus vieux était maçon. Il travaillait dans une grande entreprise, il a fait toute sa carrière là-dedans. Le deuxième, il est mort beaucoup plus tôt. Oui. Il était dans des entreprises aussi qui travaillaient sur l'Orient pour remettre la ville en état, quoi, parce qu'il y avait les bombardements et tout là-bas. Alors il a travaillé, fait sa carrière là-bas, mais il est mort relativement jeune, quoi, 68 ans, quelque chose comme ça. Et le plus jeune, enfin celui qui est mort dernièrement, là, il avait 80 ans. Il avait 6 ans de moins que moi, et il est mort, cancer généralisé. Ouais. Voilà. Bon. Il ne reste plus que le dernier, qui est plus handicapé que moi, encore, qui marche moins bien que moi, et qui a 14 ans de moins que moi. D'accord. Jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école? Là, c'est à 6 ans, et je ne savais pas un traître mot de français. Je ne parlais que le breton. J'étais tout le temps derrière mes parents, qui parlaient que le breton entre eux, ils parlaient bien le français, mais Oui. c'est plus facile, la langue était plus facile pour eux. Et j'ai appris le breton comme ça. Quand je suis rentré en classe, j'étais un pauvre bougre à l'école, tout le monde parlait français, c'est du bourg, et moi qui étais de la campagne, mais pour moi c'était de l'hébreu, je ne les comprenais pas. C'était tous des ennemis. C'était comme ça. Et vous êtes allé... J'ai passé mon certificat d'études à 11 ans et demi quand même. J'ai passé le brevet après. Mais ça a été la fin de ma carrière d'école. Et puis après, je suis rentré dans la marine. D'accord. J'ai fait donc toute la guerre sur les sous-marins. Et oui. D'accord. Oh, j'ai roulé ma bosse. Hein, Et vous étiez, pendant la guerre, donc vous êtes allé en Afrique, vous êtes resté dans la marine française? Non, non, la marine française, on a mis les boules de Toulon. Oui. On a passé la nuit à Gibraltar. Mais seulement, on s'est fait après matraquer de tous les côtés. Parce qu'il y avait la France libre. Oui. Il y avait les Anglais. Il y avait les Allemands. Alors, ils nous prenaient tous pour des ennemis. On était... Alors, et les Anglais avaient peur qu'on aille avec les Allemands, avec les Boches, quoi. Oui. Alors, ils nous coulaient. Merzel-Kibir, Casa, 6 sous-marins coulaient le même jour. Et nous, on allait les remplacer, justement. Et on a eu de la chance de ne pas tomber ce jour-là. Bon. Et après, on a été à Dakar, après on a fait toutes les côtes d'Afrique. Et puis un beau jour, le commandant nous a rassemblés sur le pont. Il dit, les gars, moi je ne sais plus qui c'est qui commande en France. Je reçois des ordres, mais c'est tout différent. Alors je ne sais plus du tout quoi faire. Je vais avec les Américains. On est tous partis comme un seul homme. Ah oui, ah oui. Alors on a quitté l'Afrique. Il faisait, je sais pas, des températures terribles. On arrive à Philadelphie.
moins 30. Attendez, je crois qu'elle est encore On avait là. fait halte avant aux Bermudes. Ne quittez pas. Et on a pris la Delaware, la rivière qui monte à Philadelphie, là. C'est de l'eau douce qui descendait. Et elle gelait avec les machins. C'est là que j'ai vu les moustaches de l'officier second qui était à la passerelle du sous-marin. On était en surface, quoi, on montait. Je tombais, tac, 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 les bras. C'est marrant. Arrivé là-bas à Philadelphie, il n'y avait plus de moustache. C'était plus le même bonhomme. Pour vos parents, qu'est-ce qui était le plus important? Étudier le plus longtemps possible ou travailler le plus tôt possible? Dans une petite fermette de, je sais pas, 5-6 vaches, une dizaine d'hectares à tout casser, eh bien, c'était le travail qui était prépondérant. Parce que c'est bien beau. Moi, je sais, quand je revenais de l'école, j'avais des kilomètres à faire à pied pour y aller, pour revenir. Mais quand je revenais le soir, il fallait couper aux bêtes, parce que le père faisait autre chose. Et chacun avait son travail d'établir. Et oui. C'est pour ça que je me disais, il ne faut jamais faire cultivateur, il faut faire autre chose. Alors, aviez-vous des rêves, des aspirations, des choses que vous disiez secrètement? Un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela? Bah, bien sûr, on aspire toujours à mieux. La porte est fermée, on aspire toujours à mieux, mais non, de rêve proprement parlé, non. On se contentait de notre sort. On était pas malheureux, on était bien nourris, pas les plats, mais pommes de terre à l'eau et bouillie d'avoine. On se contentait de ça, du lard salé. On avait en abondance, mais pas un machin de choix. Pour élever des enfants, il faut quelque chose quand même, des vitamines. Mais là, on n'avait pas tout. D'accord. Tout ce qu'il fallait. Alors, à quel âge et à quelle date êtes-vous entré à la mine? La date, écoutez, c'est pas difficile, c'était en 1947. Je suis né en 21, donc j'avais 26 ans. Alors, comment vous êtes entré à la mine et pourquoi? Parce que dans la famille, on était 5, il y avait 2 frères plus vieux qui restaient à la ferme, à cette époque-là, quoi, avant qu'ils rentrent en entreprise. Et je me suis dit, il y a le père, il y a les 2 frères plus vieux qui sont là, il faut quand même quelqu'un, des guerpistes, quoi, parce que on ne peut pas rester à la ferme tous. Et j'ai fait mon choix. J'ai dit, je pars dans la marine. J'avais 17 ans et demi. Alors, mon père n'était pas tellement à ce que j'aille dans la marine. Il m'a dit, si tu vas, ne compte pas sur moi pour le faire revenir. Je me suis souvenu de ça. Eh bien, bon, je suis rentré dans la marine et j'ai fait donc toute la guerre. Et pendant la guerre, j'étais en Amérique à ce moment-là, je reçois une lettre, pas de mon père, mais du sénateur de la commune, Tanguy qui s'appelait, qui avait vu le ministre de la Marine, Campinchi, qui était ministre de la Marine à l'époque. Et ils avaient fait un meeting, mon père était avec eux, je ne sais pas non plus à quel endroit en Bretagne, parce que mon père était adjoint au sénateur Tanguy, là, et il cherchait à ce que je revienne, quoi. Les 2 autres, l'autre était prisonnier, et mon autre frère était aussi pendant un certain temps. Alors il manquait de la main-d'œuvre à la ferme, il aurait voulu que je revienne. Alors il a dû en parler au sénateur et au ministre. Et je reçois donc une lettre du sénateur en Amérique, je reçois que je pouvais revenir, j'avais fait suffisamment de temps dans la marine, bien sûr j'avais fait 2 ans et demi déjà, eh bien, que je pouvais revenir et j'aurais aidé mon père et tout à la ferme, parce qu'ils n'étaient pas trop nombreux, tout ça. Mais je me suis souvenu de la parole qu'il m'avait dit. Il dit, ne compte pas sur moi pour te faire revenir. Donc j'ai dit, tôt ou tard, il te sortira ça. Alors je lui ai dit, t'es-tu comme une mule, moi aussi? J'ai dit, au début, je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai attendu quelques temps. Et puis j'ai envoyé une lettre au sénateur en lui disant que non, la France était en guerre, qu'elle avait besoin de ses hommes. J'y étais et je restais. C'était un peu à contre-cœur, mais
la fierté m'avait obligé à dire ça. Et je suis resté. Voilà. Et j'ai fini en août 45. Je suis venu en France, libéré. Voilà. Et alors, comment vous êtes entré à la mine alors? Comment vous êtes... Alors la guerre était finie. Donc on commençait à faire des travaux un peu partout. Les entreprises travaillaient à Lorient, partout. Mes frères étaient revenus, libérés, et ils travaillaient à Lorient, mais de temps en temps ils donnaient la main à la ferme. Donc je me voyais encore en trop, le troisième larron. Je dis, il faut partir. Alors je vais écrire dans des maisons, comme j'avais bourlingué beaucoup. J'ai dit, il y avait une maison d'expédition polaire, je ne sais plus quoi, j'avais écrit. Et une entreprise Bachy aussi, sondage, et cherche des marins de préférence. Alors j'ai écrit dans ces deux boîtes-là. J'ai la première qui m'envoie une réponse, je pars. Et c'est Bachy qui a répondu la première. Et j'ai atterri ici, mois de mars 47. Il faisait noir, il faisait froid. Où je suis tombé. Ouais, moi qui venais de la marine, tombé en montagne. Ça faisait drôle. D'accord. Et alors, vous faisiez des sondages, c'était quoi? Et les sondages, des forages pour repérer les gisements. C'est-à-dire qu'il y avait des prospecteurs qui passaient d'abord. C'était des gars qui avaient un marteau sur le côté, un petit machin appareil pour voir la radioactivité, puis taper sur les cailloux. S'ils trouvaient un petit peu d'uranium, bon, alors ils le disaient à la direction faisait faire des forages. Alors c'est moi que j'intervenais à ce moment-là. Alors on plaçait la sondeuse, inclinée, suivant le pendage du filon. Et alors je coupais le filon à telle profondeur où on voulait savoir où il y avait encore de l'uranium. Alors voilà, c'était mon boulot, ça. Et puis après, je suis rentré à la mine, à la proprement dit, parce que là c'était pour la maison Bachy, une entreprise qui faisait des forages pour la mine. Mais la mine trouvait que c'était cher. Hein. C'était 10 000 francs du mètre forêt à l'époque. Et dans une journée, si c'était pas trop dur, on faisait facilement les 3 postes, presque 100 mètres de forêt. Hein. Alors, ça faisait de l'argent à lâcher. Alors un jour, le grand directeur de Paris, Roubaud, est venu me trouver. J'avais la baraque de sondage là-bas, au fond de la mine de Rofin. Et il y avait le directeur de la mine qui était avec lui. Le directeur était de mon dos et le Roubaud était en face. Alors il m'a demandé si je ne voulais pas rentrer à la mine pour former les sondeurs. Parce qu'il dit nous allons avoir beaucoup de divisions à ouvrir, un peu partout en France. Il nous faudra des sondeurs et il n'y en a pas. Ah ben, j'ai dit, bon, c'est un gros morceau à entreprendre ça. Donnez-moi 8 jours pour réfléchir. Et entre-temps, je me suis marié. Et là, c'est dit, bon, donc je suis appelé à rester là. Bon, pas bouger beaucoup, quoi. Mais je dis, ça pourrait faire mon affaire, ça. Alors j'ai accepté. Et là, j'ai formé les sondeurs que j'ai envoyés après sur les autres divisions au fur et à mesure que ça s'écartait, quoi. D'accord. Alors après, il y a eu Grury, il y a eu Ambazac en Haute-Vienne, il y a eu Mortagne en Vendée, et puis alors après, il y a eu Sapri-la-Brune. Mais là, ça m'a dépassé, là, à ce moment-là. Parce que c'est là que... Parce que j'étais tout le temps en vadrouille, c'est bien beau. J'avais formé en 1 an, on ne peut pas former quelqu'un à fond. Il a les trucs rudimentaires, élémentaires, mais les ficelles du métier, il ne les connaît pas. Alors, j'avais des exploitations, ça a pris la prune, j'en avais à Rofin, j'en avais un peu partout, et sur les autres divisions, à Grury, et on m'optait à tout bout de champ d'aller dépanner. Des pannes bêtes, qu'un débutant doit trouver tout de suite. Mais il ne trouvait pas, alors j'y allais. En moto au départ, tête nue, pas de casque à l'époque. Non, c'était pas connu ça. Et j'allais à Grury, à une numéro de 125. Je dépannais là-bas, on me téléphonait de Sapri-la-Prune, c'est en panne aussi. Allez,
demi-tour de Gouverie, Saint-Prix-la-Brune. Et là-bas, il y avait, je me rappelle toujours, tous les ponts de Paris qui étaient là-bas. Oh. Et puis ils attendaient, ben, le sondage était en panne, ils attendaient le faiseur de miracles, comme il m'avait dit. Et j'ai sorti ça tout de suite, c'était simple comme bonjour, c'était un terrain cassant, fracturé. Alors, vous faisiez un forage, si vous ne tubiez pas, eh bien, il y avait toujours un caillou qui sortait, qui bouchait le trou. Pour remonter le train de tige avec un épaulement sur le carottier, ça butait, et après, le gars, il aurait bataillé 107 ans, il fallait trouver une combine. Alors, je suis arrivé là, j'ai dit, coupez-moi un tube en sifflet, comme ça, et puis on a descendu le tubage dessus, en sifflet. Quand on est arrivé sur le toit du carottier, on a tourné, tac, on a rentré le bloc à sa place, on a monté tout lentement, tranquille. Ça s'est fait. Mais ça, c'est les ruses du métier, ça s'apprend à la longue. D'accord. Et combien de temps avez-vous travaillé à la mine? 7 ans. 7 ans. Donc jusqu'en 54, 50... Jusqu'en 47, 54, oui, enfin 54. Ouais. J'ai fait les forages préliminaires au Saint-Prix-la-Brune, tout ça là. C'est moi qui ai découvert les filons au forage. C'est pas moi personnellement, c'est la sonde. Oui, mais voilà. Et après, ça m'avait dégoûté un peu, j'étais toujours en route, jamais à la maison. Et ma femme ça l'embêtait aussi, elle était jamais. Il faut trouver autre chose, il faut changer de métier. Changer de métier, c'est tout ce que je savais faire, moi. Il faut trouver autre chose. Un jour, je venais de Limoges, je passe à la commerciale, demander si vous avez besoin d'un chef sondeur. Ah oui, c'est dommage. On a notre chef sondeur, M. Cor. C'est lui qui fait tous nos travaux. Mais laissez votre adresse. Je laissais mon adresse. Quelque temps après, je reçois une lettre de bien vouloir passer à la commerciale. Il était mort, le pauvre vieux. C'était où ça, la commerciale? C'était dans quelle... Société, à Saint-Hyacinthe. Ah, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, société commerciale. Ils avaient 126 sources à travailler dessus, quoi. Et alors j'ai fait des travaux sur... Au lieu de chercher l'eau, chercher le minerai uranifère, je cherchais l'eau minérale. Et je travaillais sur les sources. Les sources qui... Une source, par exemple, il y avait de l'eau douce qui rentrait dedans, tout ça. Il fallait isoler l'eau douce, il fallait faire des cimentations, des injections de ciment, des choses... Ça, c'était dans mes cordes, ça. Alors, je suis rentré là, j'ai fait 28 ans à la commerciale. D'accord. Et j'ai embauché ma femme. La deuxième année, je dis au directeur, mais je dis, ma femme est sans emploi, elle voudrait bien travailler maintenant. Ah, même dit, tu l'aurais dit tout de suite qu'il dit l'embaucher. Mais il dit, qu'elle vienne, l'embaucher. Elle a travaillé au laboratoire, et puis voilà. On a fini nos carrières là-bas. D'accord. Et est-ce que vous êtes allé au fond de la mine? Ah ben, oui. Bien sûr. On avait des forages de fond à faire. D'accord. Et est-ce que en bout de galerie, pour savoir des fois, il y avait interruption de minéralisation. Eh bien, pour savoir s'il y avait continuité plus loin, parce que des fois, il y avait des coupures comme ça. Eh bien, on faisait un forage dans le prolongement de la galerie. Et si ça continuait, on continuait dessus. Est-ce que vous rappelez de votre premier jour au fond? La première fois que vous êtes allé au fond? Oui, moi, c'était comme un autre jour. Ça m'a pas... C'était où? Moi, je venais des sous-marins. Hein, alors, ah oui. Il y a quand même pas mal de ressemblances. Donc ça vous a pas plus impressionné que ça? Non. Le sous-marin, la première journée que je suis monté dessus, ça m'a émotionné un petit peu. Il y avait une voie d'eau. Le sous-marin sortait de réparation. Et moi, j'arrive là-dedans, il y a de l'eau partout qui coulait. Bon, je voyais les anciens qui couraient, qui s'affairaient partout pour boucher les trous, pour ne pas que ça aille dans les batteries. C'était dangereux. Et puis, moi, je ne comprenais rien du tout. Et pouvez-vous me parler des conditions de travail à la mine? Oui. C'était dur? Comment on travaillait? Les mineurs, oui. Les mineurs, c'était dur. Moi, je ne peux pas comparer le travail qu'on faisait. Nous, on était la plupart du temps en plein air. On avait le froid, des fois, par exemple. On était sous les marabouts. Il y avait 1 mètre de
de vide en dessous, le courant d'air passait, et on n'avait pas chaud. Mais enfin, disons que c'était les sondeurs. Moi, je n'ai pas tellement... Puisque je ne faisais que contrôler, surveiller les pannes et tout, c'est tout. Mais c'était pas marrant, mais au fond, c'était une autre vie. Au fond, ils n'étaient pas au froid, mais seulement ils étaient à la poussière. Et le salaire, il était bon à cette Le époque? salaire était bon. Oui, il n'y avait pas à se plaindre. Même les gars qui étaient au jour, c'était bon comme salaire. Oui, il ne se manquait pas des gens. Les mineurs de fond qui étaient au fonçage, ils gagnaient bien plus, bien sûr. Mais c'était normal aussi parce qu'ils risquaient leur vie. Et la preuve en est que... Et ils étaient qu'à l'avancement. Alors comment ça marchait cet ben, avancement? Ils étaient au poids de minerai ou alors au mètre de Ah galerie? non, pas du tout, non. C'était comment? Ah oui, ils avaient des primes. Oui. Alors qu'on a des primes, par exemple, s'ils avaient fait beaucoup de mètres forêts et déblayés et tout, Oui. ça comptait dans la prime, quoi. Mais il n'y avait pas tellement d'écart entre... non. D'accord. Non, ils avaient des bons salaires, j'étais content. La preuve que, comme je vous disais tout à l'heure, le gars m'a dit, si je vais au jour, je gagnerai moins. Oui, ils ne se rendaient pas compte qu'ils perdaient leur santé. Eh oui. C'est ça que je reproche aux dirigeants de la mine, aux ingénieurs qui le savaient pertinemment. Mais ils ne le disaient pas. Ils étaient peut-être payés pour le dire aussi. Et la vie quotidienne se passait comment au niveau les horaires de travail, les trajets, les repas? Les trajets, c'était beaucoup aller, ceux qui n'étaient pas trop loin en bicyclette, c'était comme ça. Ou alors des autres, il y avait un ramassage, un camion qui passait, qui ramassait les plus loin, quoi. Il y avait un point de ralliement, quoi. Mais le risque, bien souvent, il venait à pied en vélo, quoi. Ah ouais. Et comme dans les mines du Nord, il y avait des pauses au fond, des pauses de briquet. Dans le Nord, ils appellent ça des pauses de briquet. Il y avait ça ici? Non. Il y avait Ils avaient le casse-croûte, quoi, Oui. qui cassait la croûte sur place. Mais non, il n'y avait pas de... c'était pas sophistiqué, c'était tout à fait au départ de la mine. Il n'y avait pas les trucs où chacun met son costume en l'air. Oui. Non, ça n'existait pas. Ils avaient des placards, bon, chacun fourrait son manche là-dedans, plus ou moins mouillé. Ils le trouvaient le lendemain. Mais non, il y avait rien de moderne, quoi. D'accord. C'était... D'ailleurs, au départ, je pense que les premiers mineurs, enfin, si on peut appeler ça des mineurs, parce qu'ils n'ont aucune formation, mais ils étaient embauchés sur place, des gens du coin, eh ben, ils venaient comme ça, là, avec leurs outils, les pioches. Et oui, c'était ça, là, le départ. D'accord. Le départ de la mine. Étiez-vous fier, content de travailler à la mine? Ah oui, on était fiers tous les mineurs, tous ceux qui travaillaient à la mine, il y avait quelque chose d'une camaraderie, quoi, quelque chose qui nous unissait tous. C'est vrai, on était contents de se retrouver. Et les voisins, par contre, ceux qui étaient restés agriculteurs, ou c'était comment avec eux? Ils voyaient ça d'un mauvais œil. Oh, vous les mineurs, mais seulement ils ne se rendaient pas compte qu'à 6 h du matin, ils ne savaient pas combien de plus gratter leurs fesses, là. Ils étaient encore au lit. Et le mineur était au boulot. Ça, il oubliait. Et comment se passaient les rapports sociaux dans la mine entre les chefs, les porions, les ingénieurs et les ouvriers? Comment ça se passait? Il n'y a pas eu de heurts ni rien du tout. Non, ça se passait bien. Vous étiez à peu près combien d'ouvriers sur un site? Ça dépendait parce qu'elle faisait les 3-8 par exemple. Et pas dans toutes les mines, pas dans tous les points de la chaux. S'il y avait Biguet, il y avait Relier, il y avait Gagnol, il y avait Roffin. Alors, la mine la plus importante faisait les 3 postes par exemple. Et dans les autres plus éloignés... C'était laquelle la plus grosse, le point le plus c'était Roffin, le point central. Et c'est là que... Après, il y a eu l'étang de Relier. Vous le situez par l'étang de Relier. Si, je vois très bien aussi. Et là, il y avait un téléphérique qui amenait le minerai au broyage à Roffin. D'accord. Alors, si bien que Mimile vous racontera une lycée qu'il a fait là. Un jour, il y avait les agents de Paris qui étaient là.
Elle foutait feu dans les berlines la nuit. Alors, il a mis quelque chose à brûler, alors ça faisait un feu d'artifice, quoi. Le directeur, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc sur un site comme Rofin, qui était le plus gros, vous étiez combien C'est là? la première mine. C'est la première. Ouais. Et il y avait combien de gens là qui travaillaient? Ah, il y avait par poste, 5, 6 par poste, parce qu'il y avait les rouleurs, il y avait, il y avait donc le mineur, le bout de feu, qui travaillait, ils étaient 3, mettons, au fond de taille, 2 rouleurs, 5 par. Alors, comme ça travaillait en plusieurs, il y avait des galeries un peu dans tous les sens, une quinzaine par poste. Et il y avait aussi les tendreliers. Alors, le bout-de-feu, c'était l'artificier en fait, c'est Ouais, celui qui c'est lui mettait la qui- dynamite. Oui, quand c'était épuré, c'était dégager le fond de taille, il faisait de nouveaux trous. Mhm. C'est pas lui qui les faisait, pas obligatoirement, mais il y avait des mineurs qui faisaient des trous avec un perforateur de 2-3 mètres de profondeur dans le front de taille. Et puis après, c'était à lui de charger alors. Alors les mineurs s'en allaient, s'écartaient, quand ils allaient casser la croûte, et lui, il bourrait le machin. Alors il collait comment on appelle ça, qui fait déclencher allumer le machin. Le détonateur? Oui, détonateur, mais au début, il y en a qui le faisaient avec des dents. C'était pas prudent parce qu'il aurait pu péter. Ouais, il avait des pinces après, serrait le machin avec le bout de fil, il l'envoyait au fond du trou, et puis il les charge derrière, et puis bourrait avec le bâton un peu d'argile, tac, dans le trou. Et puis alors, une fois que c'était tout chargé, il reliait les fils entre eux, puis il tirait les machins en arrière, puis il se camouflait, puis boum, et ça partait. Et à peu près, les mineurs repartaient à nouveau. Alors il travaillait, il faisait des boisages dans les galeries. Oui. Donc il y avait les boiseurs, il y avait. Pas partout. Ouais, oui, de temps en temps, quand ça devenait dangereux, vous voyez que c'était pas sûr, il y a des morceaux qui tombaient de temps en temps, eh ben, c'était les boiseurs qui venaient, qui taillaient, il y avait un endroit pour stocker ce bois, ils faisaient des gueules de loup qu'on appelle, ils mettaient les machins, des bois en travers, et puis après, en longueur, et ainsi de suite, ils s'abritaient, quoi, au fur et à mesure. Donc il y avait des piqueurs, il y avait des gens qui piquaient la roche après, comment ça se passait une fois que ça Non, avait la pété? garde-robe, grosso modo, on taillait un peu, s'il restait, ils épuraient un peu la galerie, et puis après, ils arrêtaient le boisage à 2-3 mètres du front de taille, D'accord. parce qu'autrement, la charge aurait tout foutu en l'air. Et ça continuait, ainsi de suite, comme ça. Ainsi de suite. Et comment le minerai remontait? Comment il remontait? Il roulait, au départ de la mine, il y avait du stérile en principe, quand ils ont fait la première galerie, et ils l'envoyaient à la décharge dans le bassin stérile. Mais après, quand il y a eu du minerai, eh bien, ils triaient le minerai, ils le montaient alors au jour, par le puits. Et comment il le montait alors? Ah, mais avec un treuil, quoi. Avec un treuil. Ah, ben, il y avait un bonhomme en bas et un autre en haut pour recevoir, et ça basculait dans une trémie et dans la laverie. Mais là, c'était déjà Oui. bien parti, quoi. Et au fond, il ramenait tout à la main ou c'était des pelles mécaniques qui remontaient? Il chargeait la pelle et tout dans les wagonnets. D'accord. Et il y avait des gars qui roulaient les wagonnets là, à longueur de journée. Ils D'accord. faisaient ça. Et basculaient dans la trémie. Dans la trémie, il était et hop. En haut, ils mettaient en haut. Ça remontait avec un CUFA ici, c'est ça? Oui, Hein? un CUFA, non. Le CUFA, c'est fait pour, par exemple, dans un début de mine. Un CUFA, c'est un grand seau qui fait, mettons, 200 litres avec une anse et un câble là-haut. Alors le CUFA, non, là, c'était quand même un truc spécial qui basculait au jour. D'accord. Il vidait son contenu dans une autre, ou alors dans la trémie qui allait directement dans la laverie, quoi. D'accord. Alors là, c'est passé au broyage et ainsi de suite. Avez-vous des souvenirs de la Sainte-Barbe? Ah oui, oui, oui. Ah oui, la Sainte-Barbe, oui, c'était la fête des mineurs, quoi. Ça tombait le jour de la fête de... On faisait une foire fête à la chaux. Ce jour-là, on avait congé. La mine nous donnait congé. On était payés quand même et tout. C'était pas mal. Hein. Eh bien, on faisait la fête. On participait aussi à la fête. Ouais. Alors,
On faisait un repas, par exemple, avec la direction de Paris qui venait, et tous les mineurs. Ah oui, j'ai les photos, on a des photos, là, vous les ferez voir tout à l'heure. Et oui, c'était convivial, c'était bien. Vous disiez qu'une messe, il y avait une messe, c'était religieux aussi, il y avait une messe pour la Sainte Barbe ici, non? Non, on n'y a peut-être pas pensé. C'est vrai, non, il n'y avait pas de messe. Il y avait pas, non. Et vous aviez une Sainte Barbe, vous aviez une statue qui représentait la Sainte Barbe là, ici à la Chaux? Même pas. Non, même pas. C'était. Mais on participait aux festivités de la commune. Je sais qu'on avait mis une sondeuse une fois sur un char, tiré par des vaches et tout. Oui, on participait aux marchands de la commune, quoi. Pas mal. Avez-vous rencontré des travailleurs étrangers à la mine? Ah oui, j'ai eu pas mal d'Italiens, oui, oui. Oui, oui. Ouais, ça, il y avait bonne entente. Bonne entente? Beaucoup de Polonais. Là, il y avait des chefs porions qui étaient polonais. Oui, beaucoup, parce que les mines du Nord, à ce moment-là, commençaient à fermer. Et beaucoup de gens, de chefs porions, cherchaient des places et ils étaient embauchés. Alors, comme c'était en pleine expansion et les mines s'ouvraient un peu partout, mines d'uranium, je parle, eh bien, ils avaient de l'emploi tout de suite. Et tous ces Polonais italiens, est-ce qu'ils sont restés en France, dans le coin, ou vous savez s'ils sont repartis oui, après? ils sont restés en France, ils sont même morts en France. Oui. Parce que c'était des gens, bien souvent, qui étaient même plus âgés que moi à ce moment-là, à cette époque. Et oui, la plupart ne sont pas repartis. Hein. Et les enfants, est-ce qu'ils travaillaient qu'à la mine Les d'uranium? enfants de... Est-ce qu'il y avait des enfants, des galibots, comme on a vu dans le Nord? Non. Il fallait être adulte quand même pour À travailler. quel âge on embauchait, minimum, vous Il n'y avait pas d'âge bien précis, mais à partir du moment qu'on était adulte, quoi. Ouais. Pas en dessous de 20 ans, je ne pense D'accord. pas. Non, parce que j'en ai pas connu de jeunes. C'était tous les gars qui avaient plus de 20 ans, oui, bien sûr. Et quels étaient les dangers sous terre? En étiez-vous conscient, vous, mineurs? Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un autre avis sur ça, enfin? Oui, mais l'autre avis, c'est la silicose. C'est ça que je reproche. Et je reprocherai toujours aux dirigeants, ils le savaient. Pourquoi ils ont laissé mourir avec la poussière, alors qu'il y avait facilité de mettre des machins à circulation d'eau. C'était simple. Non, mais ça aurait coûté un peu plus cher peut-être. Ils auraient moins gagné. Alors, non, ça... Et à partir de quel moment vous avez pris conscience de la silicose? C'est venu assez vite? J'étais comme les autres. On ne voyait pas le côté danger immédiat de ça. On pensait que ça pouvait être à long terme. Mais au contraire, ça a été très rapide. Ça a été rapide. Vous me disiez... Le cas de Pacou, par exemple, 4 ans, un homme en pleine force, c'est malheureux, quoi. Et par rapport à la radio activité, vous aviez... Ah non. Vous étiez formé ou on vous avait... Non, la radioactivité, je ne connais personne qui est mort de ça. Moi-même, j'ai travaillé en attendant que les sondeuses arrivent. On m'avait mis la laverie pilote. Alors on fabriquait peut-être, je sais pas moi, avec une table à secousses, tout ça là. Oh, une centaine de kilos de minerais quand même. Mais je te brûle la main, là. On ne le savait pas. Mais non. Et tous les gars qui ont travaillé à la laverie, ou à Saint-Prix-la-Prune, où le minerai était beaucoup plus riche, ils sont plus jamais morts de ça. Ils sont encore en vie. D'accord. Alors que la silicose, là, ça tue. Et étiez-vous membre ou sympathisant d'un parti politique, d'un syndicat, Absolument pas. Absolument Non. pas. Et il y avait ici à la Chaux, il y avait un syndicat? Oui, il y avait des syndicats, mais moi je les ignorais parce que, pour une bonne raison, c'est que quand je travaillais à Lorient, à la construction et l'urbanisme, un beau jour, on nous a dit, les gars, ceux du Finistère, rentrez chez vous,
Parce qu'il faut qu'on ait de la place pour tous les Morbihanais. Lorient est dans le Morbihan. Bon, oui, mais en guise de Morbihanais, ils ont embauché 2000 Italiens. Et nous, on a été foutus à la porte. Et pendant la guerre, tous les Morbihanais venaient dans le Finistère, parce que c'était pas bombardé là-bas. Et voilà, alors là, j'ai vu l'injustice. J'avais pris ma carte à ce moment-là, CGT, comme tout le monde. J'ai dit, maintenant, je me défendrai tout seul. J'ai déchiré ma carte et je n'ai plus fait partie d'aucun syndicat. Voilà, j'ai dit, il faut te défendre tout seul. C'est la meilleure des défenses. Donc, vous vous êtes marié ici, à La Chaux? Oui. Comment avez-vous rencontré votre femme ici, à La Chaux? Comment... Comme tout jeune qui, en se reluquant un petit peu, comme ça, là, elle me conviendrait bien. Elle travaillait au bureau, c'est elle qui m'a inscrit, et on était deux à ce moment-là. Il y avait un nommé Carcassonne et puis moi. Mais alors, on n'avait pas eu le temps de nous inscrire le matin. L'après-midi, elle avait oublié le nom. Carcassonne se rappelait, c'est un nom de ville. Mais Chalony, ne se souvenait plus. Elle était obligée de venir me redemander mon nom. Et c'est comme ça qu'on a fait connaître. Vous avez eu combien d'enfants? Une fille. Une fille. Ouais. Et est-ce que vous leur avez raconté à votre fille les histoires de la mine? Dieu sait que, oui, et ma femme m'engueule assez souvent. Tu rabâches toujours la même chose. Et est-ce que votre fille est sensible à cette histoire de mine? Je crois. Bah, enfin, elle ne dévoile pas sa pensée, mais je pense qu'elle est assez sensible à ce que j'ai vécu. D'accord. Ouais. Et vous, quels sont vos propres sentiments par rapport à ce parcours? Que j'ai rempli ma vie convenablement. Et si c'était à refaire, la mine? Moi, je crois que je ne changerais pas. Si j'étais sûr d'arriver au bout, je crois que je continuerais. Oui, j'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu du monde, j'ai bourlingué partout, j'aspirais l'américain avec les machins. Les Américains là-bas, j'étais comme chez moi. Et là, je me trouvais bien partout. C'est vrai. Et je pense que ma vie a été bien remplie. Je partirai tranquille. Eh bien, c'est parfait. Merci. Hein. De rien, de rien. Merci beaucoup.